Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast RH de l'avenir. Sur ce podcast, vous y trouverez des sujets d'actualité, manquant de visibilité, parfois mis de côté. À tort ou à raison, nous vous laisserons en décider. Aujourd'hui, nous accueillons Éric Moulet afin d'échanger sur le sujet de la santé mentale. La question de la santé mentale est une question préoccupante à l'heure où on entend que de plus en plus de personnes sont concernées par un mal-être. De nombreux étudiants, souffrant d'au moins un symptôme dépressif, ne cessent de progresser. Quelle est la situation actuelle à ce sujet ? Quelles sont les raisons ? Y a-t-il des solutions ? Aujourd'hui, vous écoutez le podcast RH de l'avenir, épisode 1. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Si vous êtes concerné par l'un de ces sujets, ou tout simplement si vous en ressentez le besoin, contactez gratuitement SOS Amitié au 09 72 39 40 50. Bienvenue dans le podcast RH de l'avenir, Éric. Pour débuter, peux-tu nous présenter ton parcours et te présenter rapidement ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est d'abord un plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler d'un sujet effectivement très sensible, mais ô combien important. La santé mentale et particulièrement la santé mentale des étudiants. Alors je m'appelle Éric, effectivement, je suis à la fois formateur, j'interviens à l'université, à l'IUT à Nantes, mais aussi dans des écoles de commerce. Et j'ai une double casquette qui me permet peut-être, je dis bien peut-être, d'avoir une légitimité pour être là avec vous ce matin, parler de ce sujet de la santé mentale, puisque je suis aussi hypnothérapeute. Et donc j'accompagne à la fois des jeunes et des moins jeunes pour leur permettre peut-être de se sentir mieux à la fin du travail que l'on peut faire ensemble. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition de la santé mentale selon toi pour qu'on puisse mettre les bases sur le sujet d'aujourd'hui ? En tout cas, je peux essayer d'en donner une. En précisant une chose extrêmement importante, c'est que je suis ni psychiatre ni psychologue. Et c'est important de le signifier pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui dans ce podcast. Parce que être psychiatre et psychologue, c'est autre chose que d'être hypnothérapeute et d'être formateur. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que la santé mentale, tout compte fait, ça se réfère à ce que l'on va appeler un état de bien-être psychologique, dans lequel un étudiant, mais pas qu'un étudiant, puisqu'on va, je pense, aborder quelque chose de plus large que la santé mentale des étudiants, c'est un bien-être psychologique dans lequel une personne est capable de gérer le stress normal de la vie, bien entendu, de travailler de manière productive et de contribuer à la communauté, à savoir interagir avec la communauté de façon assez sereine. Elle englobe bien évidemment notre bien-être émotionnel, notre bien-être psychologique et social. Le rapport à l'autre dans la santé mentale est un enjeu majeur, bien entendu. C'est aussi la manière dont ça va affecter la manière dont nous pensons, dont nous ressentons et dont nous agissons à travers les décisions et les interactions que l'on va avoir avec les individus. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Rajouter une chose essentielle aussi, c'est que cette santé mentale, elle est bien évidemment essentielle à chaque étape de la vie. Depuis l'enfance, bien évidemment, jusqu'à l'âge adulte. Ça inclut notamment non seulement l'absence de troubles mentaux ou de troubles plus graves psychiatriques, mais c'est aussi cette grande capacité que l'on peut avoir à jouir de la vie, à rebondir après des expériences difficiles. Aussi, et ça c'est important et ça correspond bien aux interactions sociales, à établir des relations équilibrées avec les individus et aussi, bien entendu, à faire face à l'adversité, à toutes les épreuves que la vie va pouvoir nous proposer. Une bonne santé mentale, c'est pas simplement l'absence de problèmes de santé mentale, mais c'est aussi la présence de facteurs positifs, tels que le sentiment d'accomplissement, l'autonomie. Voilà, grosso modo, comment est-ce qu'on peut définir la santé mentale. Ok, très clair. Est-ce que tu as peut-être des exemples de souffrances que peuvent vivre certaines personnes quand on parle de santé mentale un peu dégradée ou... Oui, alors ce que l'on peut faire, parce que je pense que c'est ce qui peut aussi intéresser vos auditeurs, c'est effectivement peut-être de faire un focus sur la santé mentale des jeunes et des étudiants. On peut essayer peut-être de prendre ce prisme-là, à travers bien évidemment des études qui sont, on peut le dire quand même assez alarmantes. Il faut juste considérer qu'aujourd'hui, selon une étude qui a été faite par la LMDE, qui est la mutuelle des étudiants, qui spécifie que 70% des étudiants se disent en situation de mal-être quant à leur santé mentale. C'est en nette augmentation, notamment depuis la crise de la Covid, bien entendu. La Covid, on reviendra dessus tout à l'heure, mais a accentué un malaise profond des étudiants. Et ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller et nous interroger au quotidien, de se dire, mais
Ces jeunes que l'on fréquente dans nos centres, à l'université, dans les écoles, eh bien, quand j'en ai 10 devant moi, j'en ai quand même 7 qui ont déjà ressenti ou qui ressentent des problématiques en lien avec la santé mentale. Et ça, je trouve que ça doit vraiment nous interpeller. Sur 3000 étudiants interrogés, il y en a 68% qui affirment avoir été confrontés à des symptômes dépressifs, mais plus inquiétants, 36% disent avoir eu des pensées suicidaires. C'est des chiffres qui sont énormes. C'est énorme. Et ce chiffre, il doit nous faire réfléchir. Il doit nous faire réfléchir à l'aune, bien évidemment, de ce que ça représente. 36% d'étudiants qui ont des pensées suicidaires. Et ce qui doit nous amener encore à une plus grande réflexion, c'est que ce chiffre, il est en très forte augmentation depuis la crise de 2019 et la crise de la Covid. Oui, justement, j'allais en venir. Ma question, c'était quelle est aujourd'hui la situation actuelle? Est-ce que tu avais constaté, bien évidemment, un avant et un après cette crise? C'est vrai que nous, dans notre entourage, ou même nous, parfois, on constate globalement que voilà, beaucoup de personnes sont touchées, va toucher tout type de personnes, peu importe, entre guillemets, sa catégorie sociale, son milieu, même sa personne. Bien sûr, ça touche tout le monde. La crise de la Covid a eu un impact très profond sur la santé mentale de nombreux Français, ça c'est évident, mais particulièrement sur les étudiants. Il y a une étude qui a été faite, qui est très intéressante à lire, qui a été menée par des chercheurs de l'INSERM qui travaillent à Bordeaux et qui explique très bien que les étudiants ont subi de plein fouet effectivement ces crises de la Covid. Et que les étudiants montrent qu'après les 2 confinements, le premier et le deuxième confinement, le taux des troubles anxieux, de dépression, mais aussi des pensées suicidaires, a été nettement plus élevé. Et c'est un fait chez les étudiants comparé aux non-étudiants. Donc oui, on peut affirmer aujourd'hui, et je dois reconnaître que moi le premier, au départ, j'ai pas su mesurer l'impact de la Covid par rapport aux étudiants. Mais aujourd'hui, les études nous montrent et nous démontrent qu'effectivement, les étudiants ont été extrêmement impactés par la Covid. Cette étude démontre aussi un fait indéniable, c'est que les étudiants font partie des populations qui sont particulièrement les plus sensibles aux troubles mentaux. En France, on considère par exemple que le suicide, tenez-vous bien, est la 2e cause du décès chez les 15-25 ans. Est-ce qu'on peut identifier peut-être des raisons ou des causes justement à cette dégradation de la santé mentale? On a parlé de la Covid, mais qu'est-ce qui fait que concrètement, on en est là aujourd'hui avec des chiffres aussi aberrants? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Juste peut-être revenir sur le fait qu'effectivement, on est capable d'affirmer aujourd'hui, de manière significative, il y a bien une augmentation des cas de la trouble santé chez les jeunes, ça c'est sûr. Mais globalement, la santé mentale est un élément qui est sous-estimé dans le cadre de nos sociétés modernes. On parle bien évidemment des difficultés, des problèmes liés à l'hôpital, mais n'oublions pas que la santé mentale et que la psychiatrie à l'hôpital, c'est vraiment l'enfant pauvre de la médecine en France. Il y a un autre élément important qui est un corollaire de ce que je viens de dire, c'est qu'il y a vraiment en France un manque d'accès, ce que moi j'appelle aux ressources par rapport à la santé mentale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peu ou pas d'accès du tout aux soins à cause d'un certain nombre de choses et de barrières, notamment comme le coût. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants et une proportion importante qui ne vont pas chez le médecin, soit parce qu'ils n'ont pas de médecin référent parce qu'ils sont loin de chez eux, ou parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour aller voir un médecin. Et puis il y a un autre point qui ressort à travers les études, c'est la capacité qu'ont les gens et les plus jeunes peut-être, et les étudiants aussi, qui est liée à l'incertitude par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça provoque aussi, bien évidemment, quelques soucis par rapport à la santé mentale. Autre chose, et qui est un point qu'on ne peut pas éluder bien évidemment quand on parle de ce sujet de santé mentale et notamment par rapport aux jeunes, c'est bien évidemment tout ce qui est en lien avec les technologies et les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier et ça veut dire que forcément que c'est l'accès à l'information démultipliée telle qu'on la vit aujourd'hui est juste super intéressant parce qu'on a de l'information. Mais malheureusement, chez les plus jeunes, ça crée effectivement aussi un certain nombre de dysfonctionnements parce que je regarde des influenceurs, parce que je regarde des youtubeurs et parce que je me compare à eux et que tout compte fait, la vie que je mène, elle n'est pas terrible par rapport à etc., etc. Donc ce qui peut entraîner des troubles mentaux. Et puis, autre point hyper important et qui impacte énormément la santé mentale des plus jeunes, c'est bien évidemment tout ce qui est en lien avec le cyberharcèlement. Nombreux sont les jeunes, dès le collège, mais aussi jusqu'à l'université, qui subissent un certain nombre de harcèlements. Mais ce harcèlement, on le sait, il ne se fait pas uniquement dans l'école, mais aussi sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Et c'est bien évidemment quelque chose qui impacte énormément sur la santé mentale des étudiants. Merci pour toutes ces réponses. Comment, individuellement ou vis-à-vis d'une autre personne, on peut reconnaître les signes d'un mal-être chez quelqu'un?
Alors, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive. En tout cas, elle doit vous alerter sur effectivement un certain nombre de choses. D'abord, le changement d'humeur de la personne. Soyez attentifs. Des gens qui deviennent irritables du jour au lendemain, une tristesse persistante, une fluctuation effectivement extrême des émotions font partie des éléments qui doivent en tout cas attirer notre attention sur les modifications de la santé mentale d'un de vos camarades ou d'une personne qui est à proximité de vous. Le retrait social, bien évidemment. Quelqu'un qui évite les interactions sociales ou les activités habituelles qu'il pouvait faire peuvent peut-être, je dis bien peuvent peut-être, être des éléments précurseurs à une dérive par rapport à la santé mentale. Et en tout cas, il faut être attentif par rapport à ça. Autre point, plus insidieux peut-être, parce que c'est sur le long terme qu'on s'en rend compte, c'est bien évidemment le changement d'appétit et le sommeil qui disparaît. Ou en tout cas qui diminue. Insomnie, hypersomnie, perte ou augmentation de l'appétit sont des éléments sur lesquels on doit être attentif. Alors ça, c'est plus difficile au départ à s'en rendre compte parce que petit à petit, je vais moins bien dormir. Bon, c'est pas grave, je suis sorti, j'ai fait un peu la fête, Puis voilà, je fais attention à mon poids, ce genre de choses. N'empêche que si ça s'est répété, ça peut être effectivement à l'origine d'une dérive en termes de santé mentale. Difficulté de concentration, bien évidemment. Difficulté pour se concentrer ou pour prendre des décisions font que peut-être à un moment, notre santé mentale est en train de nous jouer des tours. Et là encore, on doit être attentif par rapport à cet élément-là. Anxiété, bien évidemment. Inquiétude excessive. Lorsque l'on a des préoccupations constantes ou une anxiété qui peut devenir vite incontrôlable, eh bien, ce sont aussi des signes avant-coureurs, peut-être une dérive de notre santé mentale. Pensée négative. Autocritique sévère. Pessimisme. Pensée de désespoir. Alors, c'est peut-être des sujets sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on peut remédier à tout ça ? Et puis aussi, un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est bien évidemment tous les symptômes physiques que l'on va pouvoir ressentir. Les maux de tête fréquents, des douleurs corporelles, alors qu'il n'y a pas de cause apparente qui font qu'à un moment, je ressens ces émotions-là. Eh bien, tous ces éléments-là, j'insiste, le changement d'humeur, le retrait social, le changement d'appétit ou de sommeil, la fatigue, le manque d'énergie, la difficulté de concentration, anxiété, pensées négatives, symptômes physiques, sont des éléments qui peuvent nous alerter sur notre santé mentale. Comment peut-on agir lorsqu'on se retrouve soit, encore une fois, personnellement dans une situation qu'on a pu évoquer précédemment ou si, pareil, on constate une personne dans notre entourage qui vit ces signes-là ? D'abord, il faut être attentif à la personne. Je pense que l'écoute, dans un premier temps, est un élément important. Être capable d'être attentif à ce que l'autre peut vivre. Quant à savoir comment se comporter par rapport à un camarade ou par rapport à une personne dont on sent qu'il peut y avoir des problématiques liées à la santé mentale, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, bien entendu. Je dirais que la première chose, c'est d'être capable d'être dans l'écoute, d'être dans la bienveillance par rapport à cette personne. Mais c'est aussi en fonction, bien évidemment, de la relation que l'on a avec elle, c'est de lui proposer, bien entendu, d'aller voir un professionnel de la santé. Dans un premier temps, sans doute le médecin traitant, mais on connaît la difficulté par rapport aux étudiants, quand ils sont éloignés, d'avoir un médecin référent, alors qu'on n'est pas dans la ville. Mais je pense que c'est la plus belle des consignes qu'on peut leur donner, c'est d'aller voir son médecin traitant. Et puis après, bien entendu, c'est aussi alerter, ne pas avoir peur d'aller alerter par exemple les services sociaux pour les étudiants qui sont loin de chez eux. Dans toutes les universités, dans toutes les écoles, on peut accéder à un service avec des assistants sociaux, des assistantes sociales, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et puis, j'ai coutume de dire que les psys ne sont pas faits pour les fous. Et qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Et moi, il m'est arrivé d'accompagner des étudiants aux urgences psychiatriques à l'hôpital. Il y a un moment, quand on sent que l'étudiant est vraiment dans un malaise très profond et qu'il peut exprimer des pensées suicidaires ou ce genre de choses, voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller à l'hôpital, d'aller aux urgences psychiatriques. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner. Alors, il manque cruellement de psychiatres, c'est-à-dire que vous allez attendre un tout petit peu. Mais n'empêche que là, vous vous mettez en sécurité. Quand vous sentez qu'un camarade est vraiment dans une détresse psychologique importante, il faut surtout lui proposer, l'accompagner, d'aller voir un professionnel de la santé mentale. C'est leur job, ils savent le faire. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. C'est vrai que c'était important pour nous aussi de rappeler que ça peut arriver à tout le monde. Encore une fois, que on sait aujourd'hui que c'est toujours un tabou pour certaines personnes et que justement nous, en faisant de ce podcast, c'est aussi casser cette image-là et de dire que tout le monde peut être concerné, peu importe qui en fait, et que il faut pas avoir peur et il y a toujours des solutions. Enfin, on peut se rapprocher de plein de personnes, donc c'est aussi pour ça qu'on faisait cet épisode sur ça. Donc c'est important de le redire. C'est tout à fait juste ce que tu dis. Malheureusement, et c'est ce que je précisais peut-être dans mon propos liminaire, c'est que la santé mentale n'est pas forcément hyper bien traitée en France. Alors à la fois c'est un problème sociétal, parce que ça fait peur
Concrètement, ça fait peur. Ça fait peur de voir les autres en dépression, etc. Mais c'est d'autant plus difficile quand on est concerné personnellement. À partir de quand est-ce que je prends véritablement conscience que mon état de santé mentale est défaillant et qu'est-ce que je décide de mettre en place ? Reconnaissons que c'est pas facile d'aller dire à un de ses camarades ou d'aller dire à un de ses parents « mais je me sens pas bien mentalement ». T'inquiète pas, ça va passer, c'est pas très grave. T'as une petite déception amoureuse, t'as pas réussi ton contrôle, c'est pas... Si, quelquefois, bien évidemment, ça impacte beaucoup plus que ça. Et il faut pas avoir peur d'en parler. Plus on parlera de santé mentale, et plus on pourra trouver et traiter le plus rapidement possible ce qui au départ peut juste être une anxiété. Au départ, peut être juste, effectivement, une réaction à un événement, puisque ces états qui tendent à créer un problème chez un individu est toujours lié à un événement. Sauf, bien évidemment, et là, je vais pas aller sur ce sujet parce que ça fait appel à des spécialistes comme les psychiatres notamment, sauf dans le cas avéré de maladies mentales, schizophrénie, des gens qui sont borderline, etc., où là, c'est autre chose et c'est un champ sur lequel moi j'interviens pas du tout. Je sais juste que par rapport à la fois à ce que je vis dans les écoles mais aussi dans mon cabinet en hypnothérapie, au départ il y a toujours un événement que l'on appelle globalement un traumatisme et que ce traumatisme est lié à une émotion particulière et qu'il est tout à fait possible, dès lors qu'on en a conscience, de retraiter effectivement cette émotion pour essayer de la neutraliser, pour faire en sorte que les personnes aillent mieux. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier d'hypnothérapeute ? En quoi consiste-t-il ? Qu'est-ce que tu fais justement dans ce cadre-là ? L'hypnothérapie, c'est quoi ? D'abord, l'hypnothérapie, c'est pas Mesmer. C'est pas de l'hypnose de spectacle. On n'est pas du tout sur les mêmes champs d'application. C'est super sympa d'aller voir Mesmer et il a permis sans doute de démocratiser, j'allais dire, le mot hypnose, mais je suis pas sûr que moi et mes collègues on soit forcément satisfaits de l'image qu'il donne de l'hypnose. D'abord, je voudrais tout de suite couper court à tout ce qu'on peut imaginer sur l'hypnose. En aucun cas, l'hypnothérapeute rentre dans votre tête et vous fait faire ce qu'il veut. L'hypnose, ça fait partie de toutes ces médecines alternatives et qui peuvent aider et accompagner effectivement un consultant. Et j'insiste, on parle de consultant et pas de patient. Et c'est une chose auquel moi je tiens par-dessus tout. Un hypnothérapeute qui passe du côté obscur, et j'appelle passer du côté obscur, c'est de se prendre pour un psychiatre ou un psychologue, c'est pas un bon psychothérapeute et c'est surtout pas un bon hypnothérapeute. Ok, chacun son métier. On n'est pas formé pour être des psys ou des psychiatres et à titre personnel, dès que je sens justement que la santé mentale d'une personne qui vient de me voir m'échappe, bien évidemment je lui conseille absolument d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Alors, l'hypnothérapie, c'est quoi ? L'hypnothérapie, c'est une thérapie brève qui permet de pouvoir effectivement faire de la remédiation d'informations, d'émotions, pour permettre à un individu qui, dans un moment de sa vie, a quelques difficultés, il va ressentir des émotions plutôt négatives, eh bien, de pouvoir faire en sorte que ces émotions soient, entre guillemets, neutralisées. Je vais essayer de faire simple. Même si on ne peut pas, d'un point de vue médical, démontrer et prouver par de l'imagerie numérique ou par des scanners la présence de 3 éléments importants que sont le conscient, le subconscient et l'inconscient, tout le monde s'autorise quand même à dire que ces 3 éléments existent. Et que notre inconscient est le réservoir, le siège de toutes nos mémoires les plus profondes. Et que notre conscient envoie des informations en flux continu à notre subconscient qui les envoie à l'inconscient. L'inconscient étant par nature le mien, mais comme le vôtre, stupide, il considère comme vrai toute information que vous lui donnez. Donc si de manière consciente, vous avez eu un accident et que vous dites « maintenant, quand je monte dans une voiture, j'ai peur », de toute façon, je vais encore avoir un accident puisque j'ai déjà eu un accident, eh bien vous êtes en train de développer un sentiment de peur par rapport à la voiture. À bien y réfléchir de plus près, vous avez pu conduire pendant 10 ans sans avoir d'accident et n'avoir aucune peur de prendre votre voiture. Et parce que vous avez eu un accident, vous considérez mentalement que la voiture devient quelque chose d'anxiogène pour vous. Il n'y a aucune réalité derrière tout ça. C'est juste votre mental qui vous joue des tours. Le rôle de l'hypnothérapeute, c'est quoi ? C'est d'aller proposer au consultant, à la manière d'un informaticien, de pouvoir reprogrammer des informations qui sont stockées dans votre inconscient, qui est le siège de toutes vos mémoires les plus profondes, et de faire en sorte, grâce à ce qu'on appelle des suggestions, de modifier ces informations pour faire en sorte que vous puissiez prendre naturellement votre voiture sans aucune peur. Est-ce que tu as des exemples de professionnels vers qui les auditeurs pourraient se tourner, autres que l'hypnothérapeute, parce que j'imagine qu'il y a plein de domaines différents. D'abord, les premiers qu'il faut aller voir, j'insiste, ce sont les professionnels de santé, à savoir les psychiatres et les psychologues, ou le médecin traitant. J'insiste vraiment là-dessus parce que ce sont les plus à même de pouvoir diagnostiquer quelle est potentiellement
le degré effectivement de la maladie. Après, vous pouvez vous retourner vers d'autres professionnels de médecine dite alternative, comme les hypnothérapeutes. Il y a effectivement d'autres collègues qui vont travailler, vous pouvez faire appel à des sophrologues par exemple, mais aussi des kinésiologues, mais aussi des gens qui vont travailler sur de l'EMDR, sur de l'EFT. Bref, la difficulté en fait, et moi j'en ai conscience, c'est qu'il y a plein de disciplines et que il n'est pas toujours facile de faire un choix. Qui aller voir plus qu'un autre, ça reste effectivement quelque chose d'assez difficile. Alors comment choisir un bon thérapeute ? Hormis, j'insiste, les psychiatres et les psychologues. En tout cas, moi je trouve que d'y aller par recommandation est un élément intéressant. Après, bien évidemment, normalement, un certain nombre de thérapeutes ont des sites internet sur lesquels vous pouvez aller effectivement vous renseigner. Les fameux avis Google sont aussi un élément qui, à un moment, c'est un peu du poker, tout ça. La seule chose que moi je peux dire, c'est que les points de vigilance, c'est peut-être, lors du premier rendez-vous, d'être attentif aux éléments sémantiques qui sont donnés par le thérapeute. Dès lors que quelqu'un vous dit qu'il va vous traiter votre problème en une séance, c'est pas de la magie, donc j'y crois pas une seconde. Que le professionnel peut vous inciter à vous dire, bon écoutez, votre psy, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien de continuer, on va faire le même travail. Non, on fait pas le même travail. J'insiste, la parole se libère, et moi je reçois des gens depuis plus d'1 an, tous les mois, mais je joue pas un rôle de psy. J'ai coutume de dire que je suis un peu comme un joueur de tennis en fond de cours et je renvoie la balle systématiquement. Il y a une information qui arrive et je relance la personne pour qu'elle puisse exprimer les choses. Donc les points de vigilance, c'est attention au nombre de séances qu'on vous demande, attention à ce que le thérapeute ne va pas se substituer à un professionnel de santé. Et puis après, il doit se créer ce que l'on appelle cette alliance thérapeutique. C'est quoi ? C'est la confiance que l'on a avec le thérapeute pour travailler. C'est vrai que moi j'aimerais rappeler que pour avoir côtoyé dans mon entourage des personnes qui ont peut-être testé une séance et pour qui ça leur a pas plu, aussi de se dire que voilà, peut-être qu'avec une personne le lien ne va pas se faire, justement ce lien de confiance, on va pas se sentir à l'aise pour en parler, mais c'est pas une fin en soi. Il faut aussi aller voir d'autres personnes, à mon avis, parce qu'on peut pas toujours trouver la bonne personne entre guillemets du premier coup et avec qui on va se sentir à l'aise pour en discuter. Donc il faut pas se dire non, c'est pas fait pour moi, ça s'est mal passé. Ça a peut-être été une mauvaise expérience pour la première fois, mais voilà, pour autant les secondes. Une chose est sûre, c'est que quelle que soit la technique que vous allez utiliser, c'est pas de la magie. Ça veut dire que si vous y allez une fois, alors moi j'ai des personnes qui viennent me voir un peu par curiosité. L'hypnose, qu'est-ce que c'est ? Oh, ok. Je vais faire un super voyage et on a l'impression que c'est Mesmer, mais c'est pas du tout ça. En tout cas, ce lien et ce rapport à l'autre est extrêmement important. La grande différence entre les techniques d'hypnose, chez les kinésiologues ou par rapport effectivement aux psychiatres ou aux psychologues, c'est que vous pouvez être en psychothérapie pendant 10, 15, 20 ans. Et surtout, il faut continuer. C'est-à-dire que c'est la même chose. Hein. Aller chez un psy, y aller que 2 ou 3 fois, c'est une hérésie totale. Et j'insiste, on n'est pas fou parce qu'on va chez un psy. C'est pas du tout comme ça que ça se joue. Bon, il y a un point sur lequel je souhaiterais vraiment donner peut-être quelques clés pour aller mieux. La première des clés, d'abord, c'est que n'oubliez jamais que c'est toujours votre mental qui vous joue des tours. Votre mental, c'est votre pire ennemi. Pourquoi ? Parce que votre mental, il vous renvoie forcément à votre passé. Et si vous arrêtez 30 secondes et que vous essayez de réfléchir à ça, vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas modifier votre passé. Ça fait partie de votre construction. Et que vous avez peut-être intérêt à pardonner au bourreau ou de pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Parce que si vous restez toute votre vie en prise avec une histoire, avec un passé difficile par rapport à des événements qui vous ont fait souffrir, votre mental, vous inquiétez pas, il va se charger de vous les rappeler régulièrement. Puis votre mental, il vous joue un deuxième tour qui est pas très sympathique, c'est qu'il vous projette dans un futur qui est complètement incertain. Autant d'un point de vue chronologique, vous êtes capable de savoir que Noël c'est le 25 décembre, que le 14 juillet c'est la fête nationale, je vous mets au défi de savoir ce qui va se passer entre ces périodes. L'une des premières façons de se remettre dans une santé mentale de qualité, c'est de vivre absolument, constamment, l'instant présent. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et que si je suis focus, à savoir si je suis attentif à ce que je vis maintenant, et c'est une super expérience, je vous en remercie, je ne suis pas en train de penser à l'avenir ou je ne suis pas en train de penser à mon passé. Je suis juste en train de vivre un magnifique moment qui font que je suis bien. Donc le premier travail, la première solution que l'on peut donner, mais c'est un exercice difficile, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle appelait prendre de la hauteur sur son corps souffrance. Notre mental est notre pire ennemi. Si je suis capable, à chaque fois que j'ai une information qui m'est envoyée par mon mental, de considérer que cette information est en train de me jouer des tours et que je prends de la hauteur, je dois être capable, excusez-moi l'expression, d'aller dire à mon mental d'aller se faire foutre en fait, et de me laisser tranquille. Si je suis capable déjà de faire ça, je vous promets que vous allez aller mieux.
vous referez jamais votre passé. Et je sais que je peux choquer les gens en disant ça, mais vous devez même être capable de pardonner à vos bourreaux. N'oubliez jamais une chose, que ce sont vos bourreaux qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Et votre futur, vous pouvez pas le prévoir, donc vivez juste l'instant présent. Abandonnez votre mental, soyez en pleine présence, soyez en pleine conscience. Et vous allez voir que votre vie va être mieux organisée. D'autres petites choses, rapidement peut-être, parce que je suis bavard. D'abord, c'est d'apprendre à gérer son temps et de savoir s'organiser. C'est un élément important. Utilisez les agendas, bien évidemment, les applications mobiles qui existent pour mieux organiser son emploi du temps. Priorisez les choses d'un point de vue chronologique. Il ne s'agit pas de savoir comment ça va se passer, mais si je suis organisé, si je sais ce que je dois faire à tel moment, au moins, ça me donne une certaine liberté d'esprit. Utilisez peut-être un peu de techniques de relaxation, de méditation. Moi, je trouve que dans toutes les écoles, on devrait avoir des cours qui vous permettent d'abord de comprendre comment fonctionne votre mental. Je pense que ça serait la priorité. Et puis aussi être capable d'induire régulièrement des exercices de relaxation. Je trouve que ça serait plutôt pas mal. Méditation, yoga, bref, tout ce que vous voulez. Mais ça permettrait aussi de comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer par rapport au lâcher. Alors j'aime pas l'expression lâcher prise parce que c'est un truc un peu à la mode et que je mets au défi à quiconque de vouloir vraiment lâcher prise. C'est un exercice difficile, mais en tout cas, permettre de se relaxer, de lâcher prise, ça me semble être plutôt pas mal. Faire de l'activité physique, faire du sport, là encore une aberration totale dans toutes les écoles dans lesquelles j'interviens et dans lesquelles vous êtes. Il n'y a aucune séquence de sport. Il devrait y avoir bien entendu du sport pour vous permettre de libérer toutes ces énergies, toutes ces tensions. Abandonner le sport, c'est abandonner la santé mentale à mon avis. Et je pense qu'on devrait remettre bien évidemment au sein de toutes les écoles et de tous les établissements scolaires une pratique sportive. Faire attention à son alimentation. C'est quelqu'un qui pèse 95 kg qui vous le dit. Bien entendu, une alimentation équilibrée joue énormément sur la santé mentale. Essayez de bien dormir. Alors c'est normal, vous êtes jeune, vous aimez faire la fête et j'ai eu votre âge. Et donc moi aussi j'aimais sortir. On sait juste malgré tout que le sommeil est un élément hyper important. N'oubliez pas que la principale des tortures, et c'est utilisé très largement à Guantanamo, c'est d'empêcher les gens de dormir. Je vous promets que si vous empêchez les gens de dormir, vous leur ferez dire tout ce que vous voulez sans aucun problème. Puisque c'est pas possible, on a besoin de dormir. C'est peut-être d'ailleurs l'un des premiers symptômes qu'il faut pouvoir observer et sur lesquels il faut être attentif. J'ai du mal à dormir, j'ai du mal à m'endormir, ou en tout cas mes nuits ne sont pas réparatrices. Ça pose un vrai problème de santé mentale. Ne pas refuser et surtout aller même chercher du soutien social, super important. Oui, je suis pas bien mentalement. Oui, aujourd'hui j'ai des pensées noires. Oui, aujourd'hui je me sens quasiment en dépression. Ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en. Utilisez effectivement à l'intérieur des écoles les assistantes sociales lorsqu'elles existent, mais n'hésitez pas à aller voir effectivement la pédagogie dans les écoles. C'est aussi leur rôle, bien évidemment, de pouvoir discuter de ça avec vous. Et puis identifier peut-être parmi vos formateurs ceux qui sont plus à l'écoute que d'autres. Et n'hésitez pas, dès lors qu'il y a un lien de confiance, d'aller leur en parler, bien évidemment. Consultez les professionnels de santé, on en a parlé. Être en pleine conscience, c'est là-dessus que je voulais terminer. Faites cet effort. Essayez de réfléchir à ce que je viens de vous dire en disant effectivement, est-ce que tout compte fait lorsque je suis en train de réfléchir? Est-ce que j'ai pas des informations qui en permanence viennent polluer mon esprit? Et comment je suis capable de dire à cette idée qui devient de plus en plus prégnante et qui m'ennuie, de lui demander de partir? C'est ce qu'on appelle bien évidemment la pleine conscience, le mindfulness en fait. Et ça fait partie des cours que vous devriez avoir avant même tout autre cours. Merci pour toutes ces réponses. Et justement, j'allais te demander, est-ce que pour finaliser ce podcast, est-ce que tu souhaiterais adresser un dernier mot, un petit mot à nos auditeurs, peut-être d'encouragement ou de motivation? Bon, d'abord, j'espère que, à l'inverse des chiffres que j'ai pu donner tout à l'heure, s'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, c'est que la plupart d'entre eux aillent bien, en tout cas. Petit conseil que je peux donner, d'abord, c'est assez redondant par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, mais quelquefois, c'est en répétant les choses que ça rentre. N'hésitez pas surtout à consulter si vous vous sentez pas bien. Ça, je pense que c'est vraiment la priorité de la priorité. Je commence à pas me sentir bien, je me sens un peu dépassé par les événements à cause de la charge de travail, à cause de la charge mentale qui est créée à la fois par mes études, mais aussi vous en tant qu'alternant par le travail en entreprise, mais pour ceux qui sont pas en alternance, par aussi la pression sociale telle qu'il peut y avoir. Dès lors que je me sens un peu dépassé, bien entendu, il faut que j'en parle. Avoir un journal intime et pouvoir coucher des mots sur un papier. Sur le papier, c'est déjà super important. Et ne pas considérer que cette petite chose où depuis 2 ou 3 matins, je me lève, je sais pas pourquoi je pleure un petit peu, là, je me sens pas bien. C'est pas à prendre à la légère. Ne surestimons pas la capacité que l'on va avoir tout seul à gérer ce type de problème. On a une part de responsabilité importante, ça veut dire qu'on va nous-mêmes pouvoir prendre les choses en main. Souvent, pour me définir, je dis que je suis un imbécile heureux. À savoir que je considère que les choses de la vie qui puissent m'arriver, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, en tout cas, je les vis et qu'on va se débrouiller avec ça. Mais parce que je suis un vieux monsieur, que j'ai un peu d'expérience maintenant qui me permettent de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais pour vous, pour votre jeune génération, surtout, restez pas isolés. Partagez, échangez, allez voir des professionnels. Parce que c'est dommage de vivre dans un état où l'anxiété et le stress est en permanence en nous.
Merci à toi Eric pour ta venue et pour toutes ces réponses sur ce sujet qui est pas évident, mais nous qui nous a semblé hyper important, en tout cas d'en parler et de permettre à de nombreux étudiants ou même pas que de pouvoir nous écouter et d'avoir ces réponses-là. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi à ce sujet en tout cas, et puis encore une fois voilà, merci à toi. Merci, bonne fin de journée à tous.